Et maintenant à la place suivante, mais avant, c'est en bon romain. Du bist jetzt von der Götzstücke verte. Bon. Maintenant, prochaine destination. Espérant que ça va me rapprocher un peu plus. Il est complètement fêlé, complètement retard. Donc, nous sommes dans un endroit où prévaut l'esclavage, la désertification, les oiseaux de taille inhabituelle, l'obsession de ces machines de guerre, l'adoration de barbares à moitié nus. Ça ne fait aucun doute, je suis aux États-Unis. En même temps, ça va nous donner un bon thème pour aujourd'hui, les armes à feu. Par contre, sachant que c'est déjà un peu recommandable, utiliser mes protections anti-cac devrait fonctionner. Hey, c'est là, je pense que je vais me diriger tout de suite vers un lieu sécuritaire. Ah, enfin, un lieu d'éducation et d'apprentissage. Je devrais être tranquille, il n'y a pas personne. Donc, armes à feu. La plupart des gens, s'imaginant les armes à feu à l'époque médiévale, vont avoir un tas d'idées différentes. Et surtout par rapport à l'arme à feu dans les jeux de rôle, généralement, il y a deux cas opposés. D'une part, il y a le monde qui s'imagine des mousquetaires, voire même des cow-boys côtoyant des chevaliers arthuriens en côte de maille. Et d'autre part, il y a du monde qui s'imagine que la poudre à canon, les armes à poudre et ainsi de suite, aucune en Europe avant les années 1500. Naturellement, les deux ont tort, mais dans le contexte actuel, je crois que l'idée est surtout de donner une idée générale de quoi a été inventé, quand et qu'est-ce qu'il y avait à ce moment-là pour bien comprendre qui aurait pu faire face à quoi. Donc, commençons la chronologie avec... Donc au 8e siècle, époque il y aura entre autres les Mérovingiens, Charlemagne, le début de l'Âge viking, l'expansion de l'islam. On est encore très dans la fin de l'Empire romain en termes de technologie avec de la maïka. En Chine, la recherche de potions d'immortalité va donner cours à l'invention de la poudre noire. Ensuite, la poudre à canon avec les changements de proportion des ingrédients étant le charbon, le soufre et le salpêtre ou salpinitrate de potassium. À partir de là, entre le 10 et 13e siècle, dont les années 900 aux années 1200, les Chinois seront friands des fusées car ils auront inventé les feux d'artifice. À partir des feux d'artifice, ils vont créer des fusées. Et là, imaginez pas des fusées modernes, c'est vraiment juste un feu d'artifice militaire. Ils vont aussi commencer à utiliser des grenades, qu'au départ c'était des pots de céramique, mais ensuite deviendront des pots de fond. D'ailleurs, le concept de grenade existait à tous les endroits où il y avait la notion d'arme incendiaire. Donc, par exemple, à Constantinople, vous avez le feu grégeois. Tu mets du feu grégeois dans ton pot et voilà, t'as ta grenade. Même si c'est pas exactement la même chose, ça reste un peu le concept. Sinon, grâce au commerce, la poudre va se diffuser. Dans le monde arabe, ils vont inventer le matfa, qui est, imaginez une espèce de petit pot en fer, dans lequel tu mets un truc rond au bout duquel il y a un trait de baliste. C'était une baliste à poudre. Si on parle entre 1100 et 1200, donc là, ça c'est pile l'époque des croisades. Donc les Européens, à titre d'exemple, sont couverts en maille au complet avec les haubers et ainsi de suite. Ils commencent à avoir les bons gros casques. En Orient, pendant pas mal toute la durée de l'époque médiévale, c'est sous les armures lémellaires qui sont privilégiés, histoire de donner la petite comparaison. D'ailleurs, en 1273, si on a le début des bombardes, donc les premiers protocanons, puis 1280, on sait que c'est tour des Européens d'utiliser le matfa, mais sous un autre nom qui sera le pot de fer à trait garrot pour faire justement l'arme en tant que protocanon, c'est un pot de métal. Et le garrot, c'est le nom du trait de baliste modifié pour aller dedans. 16e siècle, qui d'ailleurs vers la fin verra l'arrivée des Mongols et de Marco Polo. C'est aussi l'époque où
Marcus Grecus, Marc le Grec sont traduits, rédigera le Liber Ignis, qui est un compendium d'armes incendiaires, donc tout ce qui rentre armes à feu ou utilisant le feu, qui était connu à l'époque, sera décrit là-dedans. On sait aussi que c'est la première mention des pétards. Les pétards de l'époque, c'est une sorte de mine faite pour être accrochée à une structure, c'était rempli de poudre, et ça servait à détruire la fortification auquel il était attaché. Et si la première mention est dans le Liber Ignum, on sait que sa généralisation dans la guerre sera plus tardive. Et l'utilisation avec succès, on en compte surtout à partir du 15e siècle, donc les années 1400, entre autres avec Louis XI à Dieppe. Et là, nous passons au 14e siècle. Donc au 14e siècle, les années 1300, la plaque va commencer à se développer. Donc au tout début, on est encore à l'époque de la maille complète. À la fin, on est rendu dans l'époque de plaque complète et aussi les brigandines et compagnies qui existent. En termes de conflit, pour vous donner une idée, il y a la guerre de 100 ans qui va éclater. Puis à l'autre extrémité d'Europe, il va y avoir les Mongols qui vont se pointer, plus un tas de troubles internes, entre autres là qui va avoir la peste. Pour ce qui est des armes à feu, c'est surtout une diffusion, quoique vers la fin, il va y avoir quelques inventions. Côté diffusion, on sait qu'en 1324, à Réole, les Français utilisent la bombarde. En 1346, ça va être les Anglais avec des bombardelles. Et là, je connais pas tous les pays par cœur, mais bref, les bombardes se répandent. Là, en 1370, on a les inventions majeures, le Hackenbush, ou s'appelait Hackebut en français, et le Trapoudre, ou s'appelait bâton à feu, lance de feu. Ensuite, ce dernier, c'est l'arme que vous voyez dans Kingdom Come 2. Donc, dans les deux cas, il y a le petit canon, dans lequel il y a de la poudre, puis la balle. Alors là, je dis la balle, mais d'un fait, assez rapidement, sera inventé le canepin, un morceau de tissu qu'on met la balle dedans, ce qui fait que peut la rentrer, ça remplit l'espace entre la balle et le canon, vu que la balle n'a pas toujours la même taille. Ça aide à mieux compacter et donc, c'est à boucher donc rentre plus puissant le tir. Dans le cas aussi des deux canons, tu vas avoir une petite protubérance avec un trou, de la poudre dedans. Là, tu prends le bout de feu, donc un bâton au bout duquel il va voir que ce soit brindille, mais chaude, qui est allumé. Avec le feu du bout de feu, tu le mets dans le trou, ça allume la poudre et c'est là que ça sert. Quoique, généralement, c'est le même principe pour toutes les armes à poudre de l'époque. C'est juste que le bout de feu est pris pour les deux armes à feu portatives. Dans le cas du Hackenbutt, son nom veut dire canon à crochet, donc tu as une palissade ou autre muret. Tu utilises le crochet pour le placer dessus. Comme ça, c'est le mur qui va absorber le recul. Et là, tu as juste à viser. Bâton de feu, ça, tu le tiens en main. Et 1370, pour vous donner une petite idée, c'est le début, c'est l'invention, c'est le début de l'arme. Les Kingdom Come, ça c'est 33 ans plus tard. Donc même avec des voyages plus lents, ça a largement le temps de se diffuser. Donc ensuite, en 1380, nous avons la cutlass, qui s'appelait boîte à feu, que le concept est d'avoir toute la poudre pour le tir de la bombarde et généralement aussi le boulet ensemble. Le succès est à voir, mais c'est la première tentative de faire toute la poudre et voir poudre projectile d'un seul coup. C'est là que nous avons l'invention de la plomée, qui est l'ancêtre de la mitraille. Donc, au lieu d'avoir un gros boulet, on a un paquet dans lequel il y a un tas de petits objets. Et là, ça tire des dégâts de zone, surtout contre l'infanterie, alors que normalement, bombarde, c'est généralement plus contre les fortifications. Et on a aussi Jean Froissart, qui en 1380 invente le lance-fusée, qui est sensiblement un item pour tirer les fusées avec plus de précision, car les fusées s'étaient aussi répandues en Europe. Et sur ça, nous passons au siècle suivant. D'ailleurs, petite mention, 1370. Selon que mon compte, on est dans les 100 à 130 dernières années, parfois même un peu moins, de l'époque médiévale. Ça dépend vraiment quelle année on l'a fait terminer, mais on dit que ça fait partie des 100 dernières années. Il s'agit vraiment du dernier 10%. Donc, vraiment la toute fin de la période. Et donc, 15e siècle. Et là, on commence assez tôt dans le siècle avec, en 1410, l'invention de la coulevrine, qui tient son nom du fait de ressembler à une couleuvre. Et là, c'est simple, on pourrait appeler ça un canon à main. Donc, tu prends ton trait de feu, tu fais juste le rendre plus long, puis en faire une artillerie à main qui se tient au sol. Et le fait que ça soit utilisé au sol fait en sorte que ça évoque d'autant plus une couleuvre, d'où le nom. Tu prends ensuite 1430, prends ta coulevrine, t'en mets plusieurs sur un support en rajoutant les roues. Et là, tu as le ribotquin, aussi appelé
Org qui servait justement à tirer plusieurs projectiles. Alors, Coulevrine et Org seront familiers pour les joueurs des Age of Empires. À partir de là, autre petit saut, et nous arrivons en 1445 et c'est là qu'est inventé le canon. Alors qu'à présent que je disais canon, je parlais vraiment de la partie dans laquelle il y avait la poudre et la balle, mais le canon, l'arme en tant que telle, c'est en 1445 qu'on voit son apparition. Et d'ailleurs, on sait que Sainte Jeanne d'Arc sera très efficace à l'utilisation des canons, coulevrines et ainsi de suite, et cela jouera un rôle majeur dans la victoire française. Alors, on sait aussi que Napoléon était très excellent avec son artillerie, mais ça c'est un peu loin derrière. Mais bref, Sainte Jeanne d'Arc, elle avait le don de savoir ce que ça allait atterrir d'avance, ce qui la rendait assez efficace pour commander de l'artillerie. Ça, c'était en 1445. Ensuite, nous allons en 1460. Et là, nous avons l'arquebuse qui est inventé. Pour l'arquebuse, c'est simple. Tu prends ton arquebuse, voilà, le bâton de feu aussi. Mais au lieu de sur une fortification au bout d'un petit bâton, tu mets sur vraiment un bâton qui sert de proto-boss ou support comme on a sur nos armes à feu modernes. Ton bout de feu, tu le rends un peu plus petit, tu lui donnes une forme courbée, ça donne un serpentin, tu le mets sur le côté. Et donc là, tu as ton arme portative que tu peux activer un peu plus simplement. Et aussi en rallongeant le canon, ça permet par rapport à l'arquebute et au poudre, ça rend l'arme un peu plus efficace. Cette arme-là, il se retire à peu près de 1460 à 1660 et servira du modèle à partir duquel les autres armes seront inventées. On sait aussi que vers 1467, les grenades feront leur apparition en Europe. À bord, c'est un contenant qui est simplement rempli de poudre. Ensuite, les gens vont rajouter des petites pierres pour faire des projectiles. Pierres qui sera remplacées par des morceaux de métal variés. Évidemment, les pierres mettaient des pierres quand même assez dures pour pas qu'ils se fassent détruire. Donc, petite évolution dans les grenades, mais c'est ce moment qu'elles font leur apparition. Et ensuite, en 1495, Gaspard Zollner va inventer les premières tentatives de rainure. Donc, dans nos armes à feu modèles, il y a un petit filet de métal à l'intérieur du canon qui est entouré en spirale et qui sert à ce que la balle tourne sur elle-même, soit mieux guidée et donc soit plus efficace. Les rainures de l'époque, par contre, sont complètement droites. C'est la première tentative et le concept est sensiblement que la balle soit un peu mieux guidée pour aller un peu plus loin. Donc c'est la première tentative. On sait aussi que vers la deuxième moitié du 15e siècle, c'est là qu'on verra l'apparition des cartouches qui à l'époque sont simplement l'idée d'avoir un contenant avec la quantité précalculée de poudre que tu peux le déchirer, tu l'ouvres, tu mets ta poudre, ensuite le contenant lui-même peut servir de calepin et donc tu changes ton arme ainsi. Et donc ça aide à rendre un peu plus standardisé la méthode de chargement parce qu'avant ça, la poudre était contenue, que ce soit dans une corne, outre peu importe, c'était dans un contenant à part puis il fallait mettre à peu près la bonne quantité. Là, les quantités étaient désormais prédéterminées. Quoique là encore, c'est surtout les premières tentatives, ça va partir, revenir, ainsi de suite, avant de seulement voir des vraies standardisations plus tard. Mais au moins, il y a un début. Et ensuite, nous passons aux autres. Terrible âge noir de l'humanité, donc la Renaissance. 1510 déjà, en fait je dis 1510, c'est 1510-1515, on a la patine à rouet qui arrive. Donc le concept c'est que ta mèche allumée, au lieu d'être sur un bout de feu ou un serpentin, est sur un mécanisme encore plus petit, mais qui vient avec un petit tube qui se range au canon. Et c'est là aussi le début des gâchettes, patine à rouet. Un peu plus tard en 1520, les arbalètes qui n'étaient toujours pas démodées avaient des carreaux spécialisés qui s'appelaient le vireton. Et là le concept c'est que le carreau, une fois lancé, tourne sur lui-même pour avoir plus de portée de précision, un peu comme pour les flèches. Et ça inspira Auguste Cotter à créer la rainure hélicoïdale, donc le petit filament qui tourne toute la longueur du canon. C'est ce qu'on a toujours dans nos armes à feu modernes. Sur le principe, ça va être une balle à bien tourner sur elle-même pour être plus rapide, plus précise, meilleure portée, ainsi de suite. Le problème, c'est qu'avec des balles non standardisées qui sont dans des calepins, que tu as la poudre en lousse et ainsi de suite, ça fait en sorte que c'est pas le plus efficace. Ça crée des problèmes de rechargement, donc l'invention va partir et venir, et ça jusqu'à la standardisation de balles modernes, mais ça c'est la fin du 19e siècle. Toujours en 1520, l'arquebuse, on la raccourcit, on met la patine à rouet, et là, voilà, on a le pistolet. L'année d'après, 1521, c'est le contraire.
On la rallonge et on a le mousquet qui est encore plus puissant et efficace. Puis pour un petit saut un peu plus grand, 1560, c'est la patine à silex, donc la patine à rouet. Au lieu d'une mèche, ils mettent un silex. Et là, si vous avez entendu le terme matchlock et flintlock, matchlock, c'est tout ce qui inclut une patine qui utilise un filament qui est en feu pour justement amener le feu. Le silex, lui, crée une étincelle et justement, c'est ça le flintlock. Flint, c'est silex. Donc, c'est vraiment à partir de 1560 que le silex fait son apparition. Ensuite, il se répand partout. Il reçoit des améliorations régionales et continue d'évoluer. Ce qui me fait penser, petit aparté, même si je me concentre présentement surtout sur l'Europe pour rester court, les Ottomans avaient leurs propres armes à feu pour leurs janissaires. Ils avaient leur équivalent des arquebuses et autres armes. Les Chinois ont inventé leurs propres choses et ainsi de suite. Puis il y a plein de monde qui ont développé leur propre arme qui se sont fait vendre par les Européens. 1689, pour donner une idée, 1535, on a Cartier au Canada. Le Canada fondé 1603 par Champlain, 1608, c'est Québec qui est fondé. On continue et Henri meurt, remplacé par Louis XIII, la période des Trois Mousquetaires, Richelieu qui aide le Québec. On arrive à Louis XIV. Sur Louis XIV en 1689, du moins c'est à cette période-là, c'est là qu'on a la baïonnette qui est inventée, mais au début la baïonnette c'est vraiment juste un couteau qui est fait pour être mis dans le canon. Donc on peut plus tirer rien. Et ensuite éventuellement il va avoir, d'ailleurs au début, vu qu'il est juste mis dans le canon, il y a quelques autres problèmes, mais la baïonnette recevra plein d'inventions variées avant de devenir ce qu'elle sera à son apogée durant la Première Guerre mondiale. Mais si on retourne un petit peu, on sait qu'en 1703, toujours sous Louis XIV, les mousquets recevront une de leurs évolutions finales, du moins en France, et le début de leur standardisation sous le terme de mousquet à fusil, qui deviendra plus tard fusil et donnera le nom fusil comme terme général pour les armes à feu. Même si à l'origine, le fusil est un briquet médiéval qui utilise un silex. Donc l'idée c'est d'avoir un frottement de silex pour créer ton étincelle, pour créer ton feu. Et bien que médiéval, le terme était encore en utilisation. Et donc, comme vous en doutez, c'était un mousquet à patine à silex. C'est le terme qui est resté. Et là ensuite, on continue dans les évolutions avec les tentatives de standardisation par-ci par-là. Mais les armes à feu modernes ne prendront vraiment leur forme qu'à partir de la fin du 19e siècle, où là, il y aura l'invention des balles modernes, l'invention de méthodes de chargement alternatives pour pas avoir à charger en avant, que ce soit des armes assez avancées pour être chargées à l'arrière, des armes avec des chargeurs capables de contenir plusieurs balles, comme les fameux revolvers, ou des balles qui sont gardées à l'intérieur, qui sont rechargées, que ce soit avec des leviers, des pompes ou autres, puis les armes semi-automatiques et automatiques qu'on verra, plus les autres armes d'artillerie. Évidemment, avec la standardisation des balles, la forme de la cartouche qui contient la poudre, le projectile, et ainsi de suite. C'est ça qui va permettre la standardisation des rainures. Mais là, comme vous notez, 19e siècle, on est vraiment loin de l'époque médiévale. Bref, si je voulais conclure, c'est que armes à poudre à l'époque médiévale, il y a des trucs qui commencent assez tôt, mais c'est pas tout le monde. Ils les mettent dans des jeux de rôle. Question de est-ce que ça donne que oui ou non. Mais bref, des chevaliers arthuriens face à des armes à feu portatives, jamais arrivé. Au début, on parle surtout de fusées, puis d'autres formes d'artillerie avec les garrots, bombardes, canons, et ainsi de suite. C'est vraiment sur la toute fin, quand les plaques sont déjà là, que les armes à feu portatives arrivent. Et à l'époque, elles sont pas assez bonnes pour démoder, que ce soit les arbalètes ou les arcs. Ça va leur prendre du temps avant de vraiment remplacer. Ça, c'est des choses qui vont se faire durant la Renaissance. Et là encore, ça va leur prendre quand même du temps pour prendre une forme un peu plus finale. Et donc, faut surtout considérer artillerie, comme j'ai les pétards, les grenades, les fusées, les bombardes, canons, et ainsi de suite. C'est surtout de l'artillerie, les armes à poudre sont utilisés. En droit de plus sûr, il est temps d'un changement de niveau à la Mortal Kombat.